19h à Kinshasa, mesdames, messieurs, le titre de votre journal. La tentative de l'attaque de l'aéroport de Kisangani par l'FCM-23 par de drones de kamikazes le week-end dernier est susceptible de relever de la qualification d'acte terroriste d'après l'Union africaine. Cette institution africaine a mis en garde contre une escalade du conflit qui fait peser de risques inacceptables sur la stabilité nationale et régionale ainsi que la situation humanitaire déjà critique dans l'est du pays. Ancien allié, actuellement en divorce à cause des élections de 2018, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu se sont rencontrés aux États-Unis d'Amérique à Washington sous la facilitation des organisateurs de la 74e édition du National Prayer Breakfast. Lors de cette rencontre, Martin Fayulu n'a pas cessé de réaffirmer le rôle central que doit jouer la SANCO et l'ECC dans le processus du dialogue. Et au niveau international, la Turquie s'impose en Somalie pour lutter contre le terrorisme. Pour ce faire, elle a renforcé son soutien militaire, aérien et terrestre pour cette fin, en sa qualité de l'un des partenaires le plus proche de la Somalie en matière de sécurité. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le titre. Je vous retrouve tout à l'heure pour le développement. Nouvelle édition d'information sur Bonsolo TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. En ouvrant cette édition du journal par cette information, le président de la République, Félix Tshisekedi, et l'opposant Martin Fayulu se sont rencontrés à Washington, aux États-Unis, à l'initiative et sous la facilitation des organisateurs de la 74e édition du National Prayer Breakfast tenue le 5 février 2026 dans la capitale américaine. Cette rencontre qui intervient dans un contexte politique et sécuritaire sensible en République démocratique du Congo s'inscrit dans une dynamique de dialogue et de recherche d'apaisement alors que l'Est du pays demeure confronté à une crise persistante. Selon de sources proches des échanges, Martin Fayulu a réaffirmé à cette occasion le rôle central que doivent jouer la Conférence épiscopale nationale du Congo, SANCO, et l'Église du Christ au Congo ECC dans tout processus crédible de dialogue national. Il a souligné que ces deux institutions religieuses bénéficient d'une forte légitimité morale et d'une large confiance au sein de la population congolaise. L'ancien candidat à la présidentielle de 2023 a également insisté sur la nécessité d'une inclusivité maximale afin que toutes les composantes politiques et sociales de la RDC soient représentées. Il a mis en avant les exigences des réconciliations nationales, de dialogue et des consolidations durables de la paix, notamment dans l'Est du pays. Aucune déclaration conjointe n'a été rendue publique à l'issue de cette rencontre organisée en marge d'un événement à forte portée symbolique et spirituelle, mais celle-ci est perçue comme un signal politique en faveur d'une possible décrispation. À Washington, D.C., le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a pris part le 5 février 2026 au National Prayer Breakfast, un rendez-vous spirituel international qui réunit chaque année décideurs politiques et leaders religieux du monde entier. Dans son intervention, le chef de l'État congolais a appelé à la réconciliation entre le peuple et à la construction d'une paix durable fondée sur la justice et la dignité humaine. Israël Toumbar pour plus ample détails. À Washington, D.C., la 74e édition du National Prayer Breakfast a réuni plusieurs chefs d'État, responsables politiques et figures religieuses autour d'un même idéal, la prière et la paix entre les nations. Prenant la parole, le président Félix Tshisekedi a lancé un appel appuyé à la réconciliation mondiale. Le président congolais a exhorté les dirigeants mondiaux à bâtir le pont là où l'histoire a dressé des murs, plaidant pour des politiques courageuses fondées sur la justice, l'équité et la dignité humaine. Les victimes des guerres, de la violence, du terrorisme, les réfugiés et les déplacés, les enfants privés d'avenir par la misère, les hommes et les femmes éprouvés par l'injustice et les inégalités. Que leur visage et leurs larmes soit pour nous un appel permanent à des politiques courageuses de réconciliation, à des gestes concrets de justice et d'équité et à des choix responsables
qui préservent la vie et rendent l'espérance possible. Le chef de l'État a également exprimé sa solidarité envers les victimes des conflits, des violences et des inégalités à travers le monde, appelant à des choix responsables capables de préserver la vie et de redonner l'espoir à l'humanité. En marge de ces rendez-vous spirituels, Félix Tshisekedi a rencontré la pasteur Paola Whitecan, responsable du bureau de la foi de la Maison Blanche. Leurs échanges ont porté sur le renforcement des partenariats fondés sur les valeurs communes, mais aussi sur les opportunités d'investissement et de développement économique entre les partenaires. De son côté, le président américain Donald Trump est revenu dans son discours sur les conflits internationaux, déclarant notamment: nous avons le Congo ici. Nous venons juste de mettre fin à une guerre. Une de nos 8 guerres que nous avons terminées. The Congo here, I don't know. The Congo is hot. We just ended a war. One of our 8 wars that we ended, right? He's a great guy too. He's a great guy. You talk about people that suffered. Those people suffered. Une rencontre présentée par les organisateurs comme un engagement collectif en faveur de la paix durable, du dialogue entre les nations et du rapprochement de peuples. Le président de la commission de l'UA, Mohamed Ali Youssouf, estime que les rebelles ont commis un possible acte terroriste en attaquant l'aéroport de Kisangani utilisé par l'armée congolaise. Elle constitue une violation grave du droit international humanitaire, notamment de principes de distinction, de proportionnalité et de précaution, a dénoncé dans un communiqué le président de la commission de l'UA, Mohamed Ali Youssouf. Le commentaire de jeu de Kalombo rendu ici par Ben Israël Toumba. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mamadou Ali Youssouf, a fermement condamné l'attaque menée par drone contre l'aéroport de Kisangani dans l'est de la République démocratique du Congo, revendiquée par les mouvements rebelles de l'AFCM 23. Dans un communiqué officiel, le président de la Commission a exprimé sa plus vive préoccupation face à cette offensive qui a visé une infrastructure civile majeure et mis gravement en danger la population. Selon lui, cette attaque constitue une violation flagrante du droit international humanitaire, notamment des principes de distinction, de proportionnalité et de précaution. En l'absence de preuves établies et caractère strictement militaire de la cible, une telle infrastructure bénéficie d'une protection pleine et entière, rappelle-t-il, s'appuyant sur les instruments de l'Union africaine, notamment la Convention de l'OIA de 1999 sur la prévention de la lutte contre le terrorisme et son protocole de 2004. Mamadou Ali Youssouf considère que cet acte pourrait relever de la qualification d'acte terroriste. Il met en garde contre l'usage des méthodes de guerre indiscriminées et rappelle que les auteurs et commanditaires s'exposent à des poursuites pénales conformément au droit international. Le président de la commission appelle l'AFCM 23 à cesser immédiatement toute hostilité et exhorte l'ensemble de la partie à mettre en œuvre de bonne foi l'accord de Doha. Selon lui, ce cadre est essentiel pour assurer un cessez-le-feu effectif, désescalader les tensions et favoriser un retour au dialogue politique. Enfin, Mahmoud Ali Youssouf a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'Union africaine envers la souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale de la RDC, ainsi que son soutien aux initiatives régionales et internationales visant à restaurer la paix. La République démocratique du Congo a accepté de coopérer avec le Royaume-Uni concernant le retour de migrants congolais en situation irrégulière, selon une annonce faite ce vendredi par le gouvernement britannique. Dans un communiqué publié ce 6 février, Londres s'est félicité de cette avancée diplomatique, affirmant que le ministre de l'Intérieur a désormais obtenu la coopération de la République démocratique du Congo. Pour rappel, en décembre dernier, le Royaume-Uni avait annoncé de restrictions sur l'octroi de visas aux ressortissants congolais. Les autorités britanniques reprochaient alors à Kinshasa un manque de coopération dans le processus de rapatriement de migrants que Londres souhaitait expulser. Le gouvernement britannique avait même évoqué la possibilité de suspendre totalement la délivrance de visas en l'absence de progrès concrets.
La cité de Panou, dans le territoire d'Idiofa, province du Kwilu, est actuellement sous surveillance après de violents affrontements survenus en début de semaine. Face à la détérioration de la situation sécuritaire, les autorités ont déployé le jeudi 5 février 2026 les éléments de la garde mobile d'intervention en provenance des Kikwit pour rétablir l'ordre public. Selon des autorités locales, ces déploiements fait suite à l'arrestation le mardi 3 février de 3 chefs présumés de gang Kuluna. En réaction, leurs partisans ont mené des attaques armées contre les forces de l'ordre, provoquant des échanges de tirs et des affrontements à coups de machette et de pierre. Le bilan fait état d'au moins 4 morts, dont 2 policiers et 2 civils, ainsi que de plusieurs blessés. La panique s'est rapidement emparée de la population. Certains habitants ont fui leur domicile pour se mettre en sécurité. Face à l'ampleur de ces violences et au risque d'extension de l'insécurité, les autorités territoriales d'Idiofa, avec l'appui de celles des Kikwit, renforcent les dispositifs sécuritaires à Panou Cité afin de restaurer la population et prévenir toute nouvelle flambée de violence. Et l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, s'est exprimé pour la 3e fois depuis son lieu de détention dans une lettre adressée au peuple congolais et aux Africains. S'il dit soutenir le dialogue national annoncé par le chef de l'État, il a posé via cette correspondance plusieurs préalables, notamment la description politique de garantie de sécurité pour les opposants en exil et des assurances de sincérité du processus. Un message qui intervient dans un contexte marqué par la crise sécuritaire persistante dans l'est du pays. Israël Toumba nous fait le point. Dans une lettre manuscrite adressée au peuple congolais et aux peuples africains, l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, actuellement en détention, a pris position sur le dialogue national inclusif annoncé par le président Tshisekedi. S'il dit encourager l'initiative, il conditionne sa participation et celle de l'opposition républicaine congolaise à la satisfaction de plusieurs préalables politiques et sécuritaires. Dans cette lettre, l'ancien garde des Sceaux dit vouloir clarifier sa position sur le dialogue national annoncé par le président de la République. Il affirme encourager cette initiative républicaine qui, si elle est sincère, pourrait selon lui aider à recréer la cohésion nationale dans un contexte marqué par la guerre dans l'est du pays. Toutefois, au nom de l'opposition républicaine congolaise dont il se présente comme chef de file, Constant Mutamba pose 3 préalables majeurs, à savoir des crispations politiques. Il exige des mesures sérieuses en faveur des opposants et leaders d'opinion non armés, notamment victimes d'arrestations arbitraires et des condamnations jugées injustes. Garantie de sécurité et de confiance, il demande des assurances pour permettre le retour sécurisé des opposants vivant à l'étranger. Garantie de sécurité et de bonne foi, il insiste sur la nécessité d'engagement crédible pour assurer la transparence du processus. Constant Mutamba inscrit son message dans le contexte de la crise sécuritaire persistante à l'est de la RDC, évoquant une guerre d'agression et une occupation étrangère dans la partie orientale du pays. Selon lui, cette période constitue un moment charnière de l'histoire nationale nécessitant cohésion, justice et égalité jusqu'au triomphe de ses valeurs. En attente de clarification officielle, tout en affirmant son ouverture, Constant Mutamba dit attendre la publication de la feuille de route, du dialogue, de la liste de médiateurs ainsi que du format officiel des assises avant de se prononcer plus formellement sur la participation de son camp politique. Par cette lettre, Constant Mutamba adopte une posture d'ouverture prudente, favorable au dialogue national, mais ferme sur les conditions politiques, judiciaires et sécuritaires qu'il juge indispensables à sa crédibilité. Cette prise de position de l'ancien garde des Sceaux intervient dans un climat politique sécuritaire particulièrement sensible en République démocratique du Congo. Autre chose dans ces journaux, l'ancien vice-ministre de la Défense, Sami Adubango, soutient les actions de l'état de siège dans le rétablissement de l'autorité de l'État et la sécurité en Ituri. Dans une rencontre avec le jeune de Mahagi, cet élu national a encouragé les jeunes de ces territoires à se désolidariser avec le groupe armé, notamment la CRP de Thomas Lubanga, qui n'augure aucun espoir pour l'avenir de la province. C'est un reportage de Marcus Jean Loïca.
Le métier de l'état de siège instauré par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo figure parmi les résolutions des retours définitifs de la paix en Ituri. Déclaration faite par Sami Adoubangu Awoto devant les jeunes de Mahagi dans une rencontre de conscientisation des veilles patriotiques et à la paix tenue au chef-lieu du territoire de Mahagi. Pour cet élu de Mahagi, les jeunes sont appelés à braver la peur, à dénoncer toute tentative de déstabilisation de la province de l'Ituri par les ennemis de la République. J'ai voulu encourager la jeunesse à accepter et à aimer son armée, cohabiter avec son armée. Il n'y a qu'une seule armée, il n'y en a pas deux. Et j'ai demandé à ceux qui continuent à accompagner la vision du président, à voir tout ce que le président est en train de faire pour la jeunesse. L'état de siège en Ituri reste le moindre mal. Pendant que vous décriez l'état de siège, vous multipliez le nombre de groupes armés. Vous tirez sur l'armée, vous tirez sur la population, vous tirez sur la République. Et de l'autre côté, vous demandez que l'état de siège soit levé. N'eût été cet état de siège au stade actuel, Thomas Lubanga serait déjà à Bunia. Qu'il pleuve, qu'il neige. En tout cas, on doit maintenir cet état de siège et dans l'entretemps, laisser l'armée de faire son travail. Et vous aussi, il faut accompagner l'armée. Ces messages trouvent un écho favorable auprès des participants. L'Excellence a eu la chance de venir échanger avec nous sur des questions beaucoup plus sensibles concernant la sécurité qui est menacée dans notre province. L'engagement pris est celui de pouvoir sensibiliser les jeunes à ne pas adhérer à des groupes armés et aussi à éviter d'être manipulés pour des fins mesquines de certaines personnalités politiques. Cette campagne de mobilisation à la paix menée par l'ancien vice-ministre de la Défense intervient après l'étape de Djalasiga en chefferie des Alours d'Ouganda et celle du territoire d'Aru. Un nouveau vent souffle au sein de l'administration publique. Le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a nommé l'inspectrice Adeline Loubansi-Lutuna au poste de secrétaire générale de l'administration publique du parquet général après la Cour de cassation. La cérémonie de son installation a eu lieu ce vendredi 6 février 2026. Julia Camonia et Jérôme Louzolo. Dans l'objectif d'insuffler un nouveau dynamisme au sein de l'administration publique, l'inspectrice Loubansi-Lutuna Adeline a été nommée première secrétaire générale de l'administration publique du parquet général près la Cour de cassation. Selon les souhaits du patron de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, à travers cette mise en place, les animateurs doivent s'inscrire dans les dynamismes nécessaires pour s'adapter aux nouveaux enjeux de la gouvernance publique. Nommée par le VPM de la fonction publique, la cérémonie d'installation de la secrétaire générale de l'administration publique du parquet général près la Cour de cassation a eu lieu le vendredi 6 février 2026. Lors de sa prise de parole, Madame Loubansi-Lutuna Adeline a remercié le vice-premier ministre de la fonction publique pour la confiance qui lui a été accordée, ainsi que le chef de l'État Félix Tshisekedi, chef de la masculinité positive. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui par cet arrêté vient de me confirmer en intérinant ma désignation à l'interne comme première secrétaire du parquet général après la Cour de cassation, dont aujourd'hui je suis reconduit comme secrétaire général de l'administration publique. Mes remerciements s'adressent également au procureur général près la Cour de cassation qui a cru en moi, qui a cru à la femme en me proposant à ses fonctions une lourde responsabilité. Je promets d'accomplir avec abnégation. C'est aussi ici l'occasion de rendre un vivant hommage au champion de la masculinité positive. Je cite son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après sa prise de parole, s'en est suivie la cérémonie d'installation officielle par l'équipe de l'inspection générale de la fonction publique.
Et le ministre d'État Guylaine Nyembo, accompagné des élus nationaux et provinciaux ainsi que du vice-ministre du budget et du gouverneur de la Mongala, a remis officiellement à la population de Bumba l'école primaire Mondungu et deux centres de santé à Yandombo et Yandoubou dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires PDL, projet phare du gouvernement visant à renforcer l'accès aux services sociaux essentiels. À suivre en propos le bénéficiaire de ces réalisations. Nous avions eu, après avoir reçu des informations que les travaux n'avançaient pas, le gouvernement nous a dit qu'il y a quelque chose qui se faisait et qu'au début de cette année, ils allaient livrer ces ouvrages. Et donc, comme nous sommes en vacances parlementaires, il était important, comme les membres du gouvernement ont accepté de nous associer à cette émission, il fallait venir pour palper du doigt ce qu'ils nous avaient donné comme information. Maintenant que nous avons vu, nous disons merci, bravo au gouvernement, bravo au PNUD. Aujourd'hui ici, nous avons un centre de santé moderne. Mais cela ne suffit pas parce que nous attendons maintenant les matériels. Parce que les bâtiments à lui seul ne suffit pas. Nous allons suivre avec le ministère du Plan et le ministère de la Santé pour que très prochainement, qu'on puisse doter ces centres de santé de matériel et que les médecins viennent pour que nos populations disent finalement ouf. Nous étions à tout moment là en train de voir et on a fait notre rapport. Aujourd'hui, ce que nous parlions est approuvé par les députés et à l'occasion, nous adressons notre remerciement avec l'expression de nos hommages les plus différents au président de la République, les concepteurs de ces projets, pour avoir pensé à la Mongala, parce que je dis que depuis le régime passé, il y a autant de projets d'investissement qui étaient concis, la modernisation, les 5 chantiers et consorts, notre Mongala n'a pas été enrôlé. Mais avec l'avènement du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ça sera quelque chose pour la contribution du progrès de notre jeunesse. Une délégation mixte composée de l'Agence nationale de grands travaux et de la Régie de voies aériennes, avec à sa tête de députés nationaux de la province de Lomami, a annoncé le travaux imminent de la construction de l'aéroport d'Ntouta. Nous sommes là à Cabinda. Reportage. Jeudi 5 février 2026, sous un soleil de plomb à Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami, les députés nationaux Fidéli Kabinda Moutonge et Nata Ilunganombi se rendent à l'aérodrome d'Ntonta. Quand rien ne s'est fait au niveau de la communauté, on pense que ce sont les députés qui doivent faire ce travail. Je vous ai dit hier que nous avons été dans le cadre du caucus de Lomami, plaider pour qu'il y ait quand même quelque chose de visible, quelque chose de concret dans le cadre des infrastructures au niveau de toute la province de Lomami. Sur place, les travaux de prélèvement des données ont déjà débuté. Ils sont menés conjointement par l'Agence congolaise des grands travaux HCGT et la Régie des voies aériennes RVA. Une phase technique essentielle, premier jalon vers la construction de l'aéroport d'Ntonta. Nous avons commencé à une étude géotechnique, donc pour savoir l'importance, ou bien en langage vulgaire, la force du sol pour recevoir des avions de tel tonnage, donc des avions un peu plus grands. C'est ce que nous allons faire, donc il faut étudier le sol pour ça, et c'est des études géotechniques, il faut de la topographie pour savoir où seront les pentes, où est-ce que les eaux vont partir, pour que quand on va asphalter la piste, quand on va construire les tarmacs, que les eaux n'aillent pas créer des érosions à gauche et à droite. Tout ce que nous allons faire ici, il y a des études hydrauliques, il y a des études géomatiques, il y a tout un tas d'études que nous allons faire dans ce lac. Profitant de l'occasion, la députée nationale Fidéli Kabinda Moutonge a également fait le point sur ses démarches en faveur de la construction de l'aéroport de Mwenedito, deuxième ville de la province de Lomami. Nous sommes venus avec une équipe de techniciens qui sont venus pour prélever les données qui pourront permettre que les projets soient élaborés et que les financements
s'en suivent pour commencer les travaux de l'aéroport de Ntunta. La modernisation de l'aérodrome de Ntunta offrira plusieurs avantages majeurs, notamment le désenclavement de la province de Lomami, la facilitation des échanges commerciaux et humanitaires, ainsi qu'une meilleure mobilité de personnes et de biens. Et avant de poursuivre, prenons ces communiqués officiels numéro 01/2 GRK CMK KKG 03/LSN 2026. La Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, informe l'opinion publique personne physique et morale assujettie à l'impôt sur le véhicule et à la taxe spéciale de circulation routière que depuis la reprise de la campagne du paiement de la vignette exercice couplé 2024-2025, la DGRK ne délivre pas pour l'instant de vignette physique papier à coller. À cet effet, le contrôle s'est fait sur base des informations contenues dans le système, car présentement, les vignettes sont fournies en format électronique par un code qui est généré à partir du récépissé provenant du système IRMS de GRK.com et c'est après paiement uniquement à la banque. Elle rappelle ainsi le requérant que la souscription pour l'obtention de la dite vignette ne s'est fait qu'en ligne via le portail https://irms-dgrk.com. Toute personne qui sera appréhendée en possession d'une vignette sans passer par le système fera l'objet de poursuites judiciaires. Il fait ensuite tout contribuable ayant déclaré sa vignette en ligne sans pour autant s'en acquitter dans les 8 jours qui suivent la déclaration sera exposé aux pénalités. Notez bien, celui qui paye mal paye 2 fois. Fait à Kinshasa, Kaja Kamboa Gérard, chargé de mission, signe ses communiqués. Et au-delà de nos frontières, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a annoncé officiellement sa candidature à l'élection présidentielle congolaise du 15 mars 2026. Il s'est exprimé en marge d'un déplacement organisé jeudi 5 février à Igné pour l'inauguration de la première édition de la Grande Foire agricole du Congo. Le reportage avec Edouard Chama. Devant un public de plusieurs milliers de personnes rassemblées au Parc Expo du ministère de l'Agriculture, le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, a répondu à la question d'une jeune agricultrice. S'exprimant au nom de ses collègues, celle-ci l'a exhorté à dévoiler ses intentions pour le scrutin présidentiel à venir, affirmant redouter un saut vers l'inconnu. Après avoir rappelé l'impératif de la souveraineté alimentaire et salué le réveil agricole du Congo qu'il attribue aux politiques mises en œuvre par le gouvernement, le président de la République a pris la parole pour répondre à cette interpellation. Je vous dis directement, je vais faire acte de candidature. Denis Sassou Nguesso est président de la République du Congo depuis octobre 1997, après avoir déjà dirigé le pays entre 1979 et 1992. Il a ensuite été réélu en 2002, 2009, 2016 et 2021. Lors du 6e congrès du Parti congolais du travail, PCT, tenu du 27 au 30 décembre 2025 à Brazzaville, Denis Sassou Nguesso a été désigné candidat naturel du parti à la prochaine élection présidentielle. 18 formations politiques réunies au sein de la majorité présidentielle lui ont également apporté leur soutien, de même que plusieurs autres partis et organisations de la société civile. Ouverte le 29 janvier, la période de dépôt de dossiers de candidature prendra fin le 12 février à minuit. Le premier tour de l'élection présidentielle congolaise est fixé au 15 mars 2026, tandis que la campagne électorale se déroulera du 28 février au 13 mars à minuit. Et avant de terminer, la Turquie renforce son appui militaire à la Somalie dans un contexte de recrudescence des attaques du groupe djihadiste Al-Shabaab. De moyens aériens et terrestres supplémentaires ont été déployés jeudi 5 février pour soutenir les forces somaliennes. Cette coopération sécuritaire s'accompagne d'accords économiques et maritimes stratégiques. Le point avec Edouard Chama.
Le gouvernement turc a renforcé son soutien militaire aérien et terrestre pour soutenir la Somalie dans sa lutte contre le terrorisme. La force opérationnelle somalienne turque et le commandement aérien turc continuent ainsi d'améliorer les capacités antiterroristes en argumentant les effectifs. L'assistance militaire turque, composée des formations et d'activités des conseils, intervient alors que la Somalie fait face à une nouvelle vague d'attaques terroristes perpétrées par El-Shabaab. La Turquie est devenue l'un des partenaires les plus proches de la Somalie en matière de sécurité. Elle gère une importante base d'entraînement militaire à Mogadiscio et apporte un soutien considérable à l'armée nationale somalienne. La Somalie lutte depuis plus de 10 ans contre El-Shabaab, un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. Malgré la pression militaire soutenue par des forces somaliennes, des troupes de l'Union africaine et des partenaires internationaux, le groupe continue de mener des attentats meurtriers, des assassinats ciblés et des attaques complexes, en particulier à Mogadiscio et dans les régions voisines. Ces derniers mois, El-Shabaab a intensifié ses attaques contre les institutions gouvernementales, les forces de sécurité et les lieux de rassemblement public, soulignant la capacité du programme à exploiter les failles de sécurité, alors même que les autorités somaliennes poursuivent leurs offensives à l'échelle nationale. Et voilà qui met fin à cette édition d'information coordonnée par Julia Kamania, réalisée par Gédéon Chitumbi, Mohamed Fazili et Jérôme Louzolo étaient à la prise de vue. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Bosolo TV, la première chaîne au cœur des investigations.